Fun fact sur Horn, il y a beaucoup de gens qui pensent que le trident de Fizz, c'est la fourchette de Horn. Dans l'histoire qui raconte comment les trois sœurs, Lysandra, Avarossa et Serilda, ont demandé à Horn de les aider à construire l'abîme hurlant, le pont de l'abîme hurlant, à la fin de l'histoire, il est trop énervé parce qu'en fait, ils ont abîmé son travail, tout ça, donc du coup, il jure de ne plus aider personne, et il jette sa pelle à l'est, il jette sa fourchette à l'ouest, et il se dit, vas-y, je vais balancer mon marteau dans le ciel, et au final, il se dit, non, non, je vais le garder. Et donc du coup il garde son marteau. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la fourchette de Horn c'est devenu le trident de Fizz, mais il n'y a absolument rien qui le confirme. Et moi je ne pense pas que ce soit le trident de Fizz, parce que déjà Fizz il fait genre 7 tailles, son trident doit être à peu près grand comme ça. Alors que la fourchette de Horn qui peut faire la taille d'une montagne, m'est avis que sa fourchette elle serait plus grosse. Après peut-être que c'est une fourchette qui change de taille. Hein. Deuxième point, c'est que la fourchette de Horn c'était une fourchette, pas un trident. Et dernier truc, dans cette histoire-là, c'est plus sous-entendu que ce soit le peuple Maraï, donc le peuple de Nami qui aurait récupéré le trident. Donc fun fact sur Zilean, d'après les cartes de Legends of Runeterra à propos de Zilean et les cartes qui accompagnent Zilean, il est doucement en train de recréer Ikatia avant l'arrivée du néant. Et il y a notamment cette carte-là qui s'appelle le Préservarium de Zilean. C'est une espèce de jardin de Zilean. Il a créé une espèce de bulle temporelle où il arrive à maintenir les choses du passé. Il a réussi une fois à utiliser la magie élémentaire du temps, parce que à Runeterra, le temps est un élément, comme le feu, comme l'eau, comme la terre. C'est la première personne à avoir utilisé la magie élémentaire du temps, et il a seulement réussi parce qu'il était un mage élémentaire tellement érudit qu'il a su également maîtriser l'élément du temps, et depuis il mène des expériences dessus. En s'infiltrant à travers les âges, il a réussi à ramener avec lui dans sa bulle temporelle d'autres mages à qui il a enseigné ce savoir et avec qui il essaye de faire des expériences sur la magie et sur le temps pour essayer d'éviter le drame qu'il y a eu à Ikatia, la venue du néant à Runeterra. Et notamment là on a une image, c'est Kairi. C'est une personne qui franchit un portail temporel pour Zilean. Quand il part, il est jeune, et quand il revient, il est tout vieux. Donc son but à Zilean, c'est d'empêcher la venue du néant, mais avant qu'elle ait lieu, avant qu'elle n'ait eu lieu. Alors, fun fact sur Yone. Yone et Yasuo, bon, on dit toujours que Yone et Yasuo sont frères, mais en fait, ils sont demi-frères du côté de leur mère. Ils ont deux personnalités très très différentes. Quand il était jeune, surtout, Yasuo, il était tumultueux. Il avait beaucoup de mal à écouter les règles, alors que Yone était beaucoup plus sage. Ils étaient tous les deux formidables à l'épée. Yasuo était exceptionnel à l'épée. Et Yone l'a encouragé à s'engager auprès des sages du village pour apprendre le maniement de l'épée. Mais il était trop... Il avait la grosse tête et il voulait pas écouter les ordres et tout ça. Yone, pour montrer à Yasuo à quel point son comportement ne convenait pas, il lui a donné une graine d'érable. Dans leur culture, dans la culture des villages ioniens de Yone et Yasuo, la graine d'érable c'est un symbole d'humilité. Et il lui a donné pour encourager Yasuo à faire plus d'efforts dans l'écoute des sages, et ça a vraiment aidé Yasuo à partir sur le droit chemin. Jusqu'à bien plus tard où Yasuo s'est retrouvé à entre guillemets causer la mort du vieux sage de son village, et pour se défendre de ceux qui l'ont accusé de le faire, il a tué plusieurs autres personnes, tout ça, bon, ça c'est une autre histoire. Fun fact sur Maokai, Kalista l'a croisé encore une fois dans le livre Ruination, mais elle le sait pas. Quand elle est arrivée sur Elia, elle s'est baladée à travers la ville. Il y avait des endroits où elle avait le droit d'aller, d'autres non. Et elle est partie se promener dans les contrées sauvages un petit peu. En passant à côté d'une forêt, elle a ressenti une présence. Et en fait, cette présence, clairement, c'est Maokai en fait qui était là. Avant de devenir donc l'arbre qu'on connaît, qui est tout, il est un petit peu tordu et tout, en fait c'est à cause de la ruine que c'est arrivé ça. À la base c'était un esprit bienveillant, il vivait tranquillement à Elia, et la ruine l'a un petit peu transformé et l'a poussé à cause de la ruine, il en veut aux humains en fait, d'avoir complètement détruit sa maison, son île, sa forêt, tout. Il s'attaque maintenant aux humains et aux esprits et tout ça. Il veut que ça redevienne comme avant. Et la raison pour laquelle lui, il a survécu, contrairement aux autres arbres de Elia, c'est parce que ses racines puisaient dans les eaux de la vie qui ont justement été la cause de la ruine. Genre qui ont rendu Rise immortel et que Viego a tenté d'utiliser pour sauver Isolde. Moi je l'aime bien Maokai. Maokai il est gentil. Ce serait mon copain moi Maokai.
il y a une bande dessinée de Camille. Elle est courte, mais elle n'est pas forcément connue. Elle doit agir pour le bien de Piltover, parce qu'apparemment il y a une jeune femme piltovienne qui vient d'une famille marchande très importante et qui est tombée amoureuse d'un baron de la chimie de Zone. Selon Camille, il ne faut absolument pas mélanger les Piltoviens et les Zoniens. Le baron de la chimie, s'il venait à épouser cette Piltovienne, il aurait trop de pouvoir à l'intérieur de Piltover et il faut bien séparer les choses. Elle est très guerre des classes en fait, Camille. Pour arranger le problème, elle retrouve le baron de la chimie. Disons qu'elle lui dit bonjour à coups de pied. Sauf que si vous connaissez bien Camille, vous savez que ses pieds sont des lames très tranchantes, donc le baron de la chimie s'en sort pas trop. La jeune fille en question est évidemment dévastée, et Camille lui dit « Le privilège, ça vient avec du sacrifice ». Donc en gros, elle a dû sacrifier son amour pour le Zonien pour garder ses privilèges de Piltovienne. Alors fun fact sur Trinda, Trinda aussi, il est relié à Atrox dans le lore, parce que Atrox a complètement oblitéré toute sa tribu. Il a failli tuer Trinda aussi, il lui a mis une gifle, et puis au moment où Atrox était au-dessus de Trinda, Trinda lui a craché au visage, ça a fait rire Atrox, alors du coup il l'a laissé en vie. Et du coup, il y a un skin de Trinda qui est lui aussi directement en lien avec les Darkin. C'est le skin Demon Blade Tryndamere, dans lequel on voit la lame de Trinda qui commence à le corrompre le long de son bras et prendre possession de lui. Et en fait, ce skin-là, c'est what if, donc c'est qu'est-ce qui se serait passé si Trinda, il se faisait posséder par une arme Darkin, en gros. Alors c'est le début de la corruption de l'arme Darkin de Trinda tout le long de son bras. Et d'ailleurs, ce même skin apparaît dans une vieille cinématique de Riot, une cinématique qui est pas à jour dans le lore, hein, parce que t'as Garen et Trinda qui se battent, t'as Annie qui apparaît, qui a un Voctiburst, tout ça. Cette cinématique, elle est pas canon. Mais ouais, donc du coup, le skin Demon Blade Tryndamere, c'est la représentation de Trinda qui commence à se faire corrompre par une arme Darkin. Aussi, également, en game, Atrox et Trinda, ils ont des voice lines ensemble. Enfin, Atrox a des voice lines avec Trinda. Trinda, je crois pas qu'il y ait des voice lines avec Atrox parce qu'ils ont pas changé ses voice lines depuis des années. Fun fact sur Fizz, c'est un petit filou. Et il aime bien jouer des tours aux gens, notamment autour de Bilgewater. Et un des trucs qu'il aime bien faire, c'est qu'il y a une tradition à Bilgewater de lancer une pièce à l'eau avant de partir en bateau, en signe de respect envers la mer, envers l'océan. C'est quelque chose que faisait tout le temps Nautilus, et à ce moment-là, c'était juste une tradition. Quand Nautilus le faisait, c'était juste une tradition. Nautilus, un jour, il a changé de capitaine, et il n'a pas pu lancer sa pièce dans l'eau avant de devoir plonger. Il en est mort, il est revenu à la vie, et maintenant, eh ben, Nautilus, il s'est donné pour but de récolter ses pièces et de s'assurer que tout le monde paye son tribut à la mer. Et bien ce que fait Fizz, c'est que les gens qui jettent leurs petites pièces à la mer, lui, ce petit coquin, il va récupérer les pièces et les remet dans leur bateau. Et comme ça, c'est comme s'ils n'avaient pas donné leurs pièces à la mer, ils n'avaient pas payé leur tribut, et donc du coup, Nautilus les fait naufrager. Nautilus s'attaque à leur navire, et voilà. Donc là, c'est plus qu'un petit filou, c'est quand même un gros bâtard. Voilà, voilà. Elle se situe où, Soraka? Au mont Targon. Pas en haut du mont Targon, mais genre dans les montagnes de la région de Targon, autour du pic céleste. Il y a une histoire où elle est dans un cabanon dans les bois, un cabanon dans la neige, et justement il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire l'ascension du mont Targon, et elle arrive à cette cabane, elle est en train de se faire chasser par des loups. Soraka la sauve, la soigne et tout. Soraka, c'est un être céleste comme Bard, sauf qu'elle a décidé de laisser derrière elle ses capacités célestes, son pouvoir céleste, pour devenir un être mortel. Comme un peu tous les êtres céleste, il voit pas le monde comme nous on le voit, genre il voit un peu le passé, le présent et le futur en même temps, et quand elle a observé Runeterra, elle s'est dit mais ils sont complètement tarés ces humains, ils sont en train de faire n'importe quoi, c'est en train de foutre le bordel dans l'équilibre céleste, et elle s'est dit je vais me rendre sur Runeterra et je vais les guider vers l'avenir qui leur convient. Et quand elle s'est retrouvée sur Runeterra, elle a côtoyé les humains et elle s'est rendue compte qu'en fait c'était beaucoup plus compliqué que ça, le monde vu de l'espace, vu des étoiles, vu du monde céleste. Runeterra, on se dit ils sont en train de faire n'importe quoi, mais une fois qu'on est sur Runeterra, parmi les humains, parmi l'action, parmi les événements du monde, elle s'est rendue compte que ces grands dessins célestes n'avaient pas de sens pour les humains. Et donc du coup, elle s'est dit bah je vais plus les laisser faire et je vais quand même rester sur cette terre en tant qu'être mortel.
Fun fact sur Echo, l'appareil qui lui permet de revenir en arrière dans le temps, en fait, c'est grâce à un cristal Extech cassé. Donc c'est un cristal Extech cassé qui est à l'intérieur de son appareil. C'est justement parce qu'il est cassé, il cause des distorsions temporelles et Echo, il arrive à s'en servir pour revenir en arrière dans le temps. Et il s'en sert absolument pas pour faire des dingueries, il s'en sert pour se balader dans zone et se donner des grands airs. À part dans Convergence j'imagine qu'il s'est donné une mission, mais j'ai pas encore joué à Convergence. Dans le lore que moi j'ai lu en tout cas, il s'attaque pas au baron de la chimie, il passe juste du temps avec ses copains à se balader dans les rues de zone. Il a pas énormément d'ambition, malgré le fait qu'il a un des outils les plus puissants du monde. Fun fact à propos de Zoé, donc Zoé c'est la manifestation du crépuscule. Normalement, pour devenir une manifestation, t'es censé monter en haut du mont Targon. C'est sensiblement la seule façon de devenir une manifestation. Sauf Zoé. Zoé, elle a été choisie directement par la manifestation du crépuscule pour recevoir son pouvoir. Comment ça marche les manifestations? Il y a les espèces de divinités célestes qui sont dans le royaume céleste et ils peuvent donner une partie de leur pouvoir aux mortels pour qu'ils deviennent des manifestations de leur pouvoir sur Runeterra. C'est ce qui est arrivé pour Leona, c'est ce qui est arrivé pour Diana quand elles sont arrivées en haut du mont Targon. Elles ont reçu du pouvoir des êtres célestes du soleil et de la lune. Panthéon, lui, il est descendu des cieux pour prendre possession de Atreus directement. C'est pour ça que quand Atrox il a planté son épée dans Panthéon, il a carrément tué Panthéon. Il a tué l'être céleste représentant la guerre. Il n'a pas juste tué Atreus. Pour Zoé, elle n'est pas montée jusqu'en haut du mont Targon, mais l'être céleste du crépuscule a observé Zoé et s'est dit, elle, je l'aime bien, je la choisis pour devenir ma manifestation. Elle l'a fait passer à travers un de ces portails là qui saute à travers l'espace-temps. Elle lui a donné ses pouvoirs et après elle a dit, vas-y, amuse-toi Zoé. Et Zoé s'est baladée à travers le temps et l'espace. Elle était très jeune à l'époque. Elle a passé des milliers d'années à se balader à travers différents univers. Elle est carrément allée dans différents univers. Mais elle a gardé son apparence d'enfant et son esprit d'enfant aussi.